Heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'échiquier international. L'incertitude loin de s'estomper 24 heures après les élections espagnoles. Une élection avec des relatifs gagnants, des seconds qui pourraient se révéler plus victorieux que prévu et sans oublier des tierces en guise de futurs arbitres pour des alliances certainement en débat actuellement dans la coulisse. Voilà de quoi accoucher les résultats législatifs qui plaident surtout pour une société espagnole plus polarisée que jamais, s'il y a bien une chose d'établie et que la donne politique suivante d'une société, d'un côté la gauche et d'un côté la droite, deux projets qui se font face, se toisent, se mesurent, se défient et dont les affrontements seront plus prononcés assurément dans le futur. Néanmoins, en attendant le futur, les élections de dimanche pourraient conduire à une impasse politique dans le pays car les candidats du PP et du PSOE n'ont pas assez de sièges pour que leurs leaders respectifs puissent être finalement assermentés en tant que président du gouvernement. Le candidat du PP, Alberto Núñez Feijóo, a remporté les élections sans répondre aux attentes car il n'a pas gagné la majorité avec l'extrême droite, le parti Vox, qui a obtenu un moins bon résultat qu'en 2019. Pedro Sánchez, quant à lui, s'accroche à la victoire, mais la revalidation de sa position à la tête de l'exécutif dépendra d'autre part du maintien du parti indépendantiste catalan Junts de Carles Puigdemont. L'Espagne de ces prochaines semaines, le soleil de l'été, mais le pays de la brume, certainement politique. On en parle ce soir pour tenter de mieux cerner l'équation espagnole avec nos invités du jour après le Shinka. On vous le disait, l'incertitude en Espagne après les résultats des élections législatives. Et justement, quels seront les lendemain politique? On en parle avec nos invités du jour. Honneur à l'invité le plus lointain par la distance de la capitale du Chili, Santiago. Il s'agit de l'analyste politique Esteban Silva. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Bienvenue. Également de Paris pour animer les échanges. J'ai le plaisir d'accueillir le diplomate sahraoui Kounti Bala. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Et avec moi sur le plateau, mon confrère Sofiane Baroudi qui a tablé tout au long de ces dernières semaines sur les crises politiques espagnoles successives qui ont traversé le pays. Mais avant l'entame des débats, j'aimerais qu'on écoute ceci. Depuis ce matin, j'ai maintenu le contact avec les différentes forces politiques afin d'obtenir un gouvernement stable en Espagne dans les semaines à venir. Il y a déjà eu un contact avec le président du PNV que j'espère approfondir dans les jours à venir. Et j'ai aussi parlé avec le président de Vox et de la même manière, nous avons convenu de poursuivre les conversations tout au long de la semaine. Aussi avec l'approche de savoir s'il est prêt ou non à soutenir un changement de gouvernement. Si Sanchez n'accepte pas le dialogue avec le Parti populaire, nous explorons toutes les voies pour doter l'Espagne d'un gouvernement et le ferons dès que possible. Je le fais parce que je crois que le blocus est un scénario indésirable pour notre pays. Vous venez de le voir, il revendique la victoire parce que le PP a fini premier avec le plus grand nombre de députés devant les socialistes du Premier ministre sortant Pedro Sánchez, mais loin de la majorité absolue dont il avait besoin pour devenir chef du gouvernement. Alors Esteban Silva, je commencerai par vous. Feijóo annonce certes une victoire, mais avec des traits tirés et de la déception dans la voix, semble-t-il. Victoire en somme relative, qu'en pensez-vous ? Oui, ce qui s'est passé en Espagne, bien évidemment, c'est par rapport à la droite. D'abord, la défaite de l'extrême droite, c'est-à-dire Vox, n'a pas eu une percée importante, a eu un arrêt de sa croissance. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que l'extrême droite vient d'être vaincu aux urnes, d'une part, ce qui est aussi que la victoire, entre guillemets, relative, parce qu'il n'a pas les votes pour devenir président
du Premier ministre de Feijóo, ça montre d'abord que l'axe PP-Vox a eu une défaite relative, même si Feijóo, avec le PP, a obtenu plus de sièges au Parlement, d'une part. Et d'autre part, c'est le PSOE, c'est-à-dire les démocrates, ont retenu une partie importante des voix, des votes qu'ils croyaient qu'ils ne savaient pas. Mais c'est grâce aussi, en particulier, finalement, à la percée importante de la gauche nationaliste, de la gauche indépendantiste, notamment Bildu, les Basques, notamment aussi le BNG, notamment le parti indépendantiste catalan, etc. C'est-à-dire, c'est les partis de la gauche qui avant étaient, qui est Sumar, non, autour de Sumar, mais qui sont différents partis, hein, il faut le dire. Par exemple, Podemos, qui fait partie de la coalition Sumar de la gauche, non, qui va pouvoir éventuellement permettre maintenir une possibilité d'un gouvernement de coalition avec les social-démocrates de Sánchez-Cantejón, a perdu plus de 700 000 votes par rapport aux dernières élections. Mais cependant, j'insiste, c'est les partis indépendantistes de gauche et souverainistes qui ont expérimenté une percée intéressante dans ces dernières élections et qui vont être complètement stratégiques et clés pour la possibilité de Sánchez-Castejón de continuer et former un gouvernement. Justement, pour résumer ce que vous êtes en train de dire, je vous propose de regarder avec moi ce schéma qui va passer à l'écran pour avoir une idée plus précise des résultats de l'élection législative. Alors nous avons, si la régie voilà, très bien. Alors, comme vous le voyez, 136 sièges pour le Partido Popular et 33 pour Vox, contre 122 pour le PSOE et 31 pour Sumar. La droite espagnole échoue à atteindre une majorité absolue, c'est-à-dire 176 députés, pour former un gouvernement. Et Pedro Sánchez, de son côté, le candidat socialiste, moins perdant que prévu, si je puis dire. Est-ce que la victoire de la gauche, Sofiane Baroudi, est moins directe, moins complète que prévu? On va dire que ce scénario électoral confère, si vous voulez, une double défaite. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une défaite de la coalition de droite qu'on présentait comme étant, si vous voulez, la coalition qui allait gagner largement ces élections, et notamment une défaite de Vox qui a perdu une vingtaine de députés par rapport à l'année 2019. C'est-à-dire que ça renseigne effectivement aussi sur une stratégie qui a marché à gauche, qui est la stratégie d'invoquer, si vous voulez, une forme d'acquis mémoriel de la lutte antifranquiste et une forme de, si vous voulez, de front commun, comme ils l'ont qualifié, contre l'ascension de l'extrême droite. D'ailleurs, Sanchez a lui-même revendiqué dès ce matin le fait que l'Espagne soit, si vous voulez, un cas à part sur le continent européen. On voit une montée de courants d'extrême droite dans plusieurs pays. Après, il y a aussi, si vous voulez, une défaite de Pedro Sánchez lui-même, qui n'a pas réussi à avoir une majorité confortable et qui maintenant, pour éventuellement former un gouvernement, devra se conformer aux exigences et aux revendications criantes des courants indépendantistes qui sont les grands gagnants de ces élections générales en Espagne. C'est-à-dire qu'on est un peu dans une situation, et d'ailleurs même Feijóo en a parlé, où il y a des risques de blocage institutionnel qui seraient problématiques non seulement pour l'Espagne, mais aussi pour l'Union européenne, parce que l'Espagne a justement initié sa présidence tournante de l'Union européenne. Et la seule façon pour empêcher ce blocage, et d'ailleurs même Feijóo en a parlé, c'est qu'il y ait une coalition entre, en réalité, le PP et le PSOE, ce qui semble impossible. D'ailleurs, apparemment, il y a eu un appel téléphonique entre les deux leaders et Feijóo a dit que Sanchez devait, si vous voulez, pour empêcher le blocage, un peu accepter une coalition, ce qui est quasiment impossible parce qu'il y a une polarisation et une confrontation de projets. Après, il y a aussi un autre aspect, c'est-à-dire que la condition principale, notamment de la Junts catalane, c'est qu'il y ait d'abord une amnistie générale
et surtout une date pour le référendum d'autodétermination, ce que ne peut accepter ni le PP ni le PSOE parce que c'est encore une mesure qui est anticonstitutionnelle. Kontibala, comment vous, en tant que représentant diplomatique du peuple sahraoui, avez vécu les résultats espagnols d'hier? On ne peut pas dire franchement que Sanchez ait échoué. Qu'en pensez-vous? Je pense que le Parti populaire espagnol qui vivait une crise incroyable du fait des scandales et de pas mal de problèmes, avait quand même réussi ces derniers temps un parcours très honorable. Et même les sondages l'accréditaient d'une victoire franche. Quand bien même cette victoire franche n'a pas eu lieu, il a quand même réussi à devenir la première force politique dans le pays, permettant à son chef de file de revendiquer le droit, dit-il, de former un gouvernement. Donc, on voit véritablement là que Pedro Sánchez, malgré le fait qu'il ait gouverné et qu'auparavant les socialistes avaient gouverné tant de temps, n'a pas parvenu à se confirmer comme une force politique leader au sein de la population espagnole. Et cela est dû à plusieurs raisons. Les facteurs économiques sont pas très bons, il n'a pas su juguler les effets négatifs de l'inflation, il avait maintenu un discours belliqueux vis-à-vis des Sahraouis, et on sait que la question de Sahara occidentale est assez populaire en Espagne, ni su maintenir une politique positive vis-à-vis de l'Algérie. Et donc tout cela a fait que Pedro Sánchez apparaît comme vraiment impopulaire, et ses résultats le confirment. Donc cela aussi confirme une autre chose que je voudrais dire très importante, c'est-à-dire que l'Espagne, au-delà de Sánchez et au-delà de Feijóo, quand même ne parvient pas à se constituer une unité nationale solide. Et l'ont rappelé les divers acteurs politiques en se référant aux indépendantistes, le retour des référendums d'autodétermination, le retour des indépendantistes qui conditionnent une vie politique normale. Et aujourd'hui, on est suspendu effectivement à ce que dirait Junts, qui, lui, demande ni plus ni moins un référendum d'autodétermination pour la Catalogne, ce qui, aux yeux des autres, notamment la droite, est un véritable blocage de la vie politique et le retour à la politique des blocs qui, effectivement, bloque l'Espagne dans sa politique. Aujourd'hui, tout est possible. On pourrait assister à un gouvernement conduit par Feijóo, comme on peut assister à un gouvernement conduit par la partie adverse. Tout cela dépendra des jours à venir et des tractations qui vont se faire et des alliances qui vont avoir lieu. Et s'il n'y a pas d'accord, évidemment, le roi espagnol pourrait convoquer un des chefs de file qui pourrait être convaincu de pouvoir réunir au sein d'un gouvernement une majorité, et dans le cas contraire, évidemment, l'on se dirigera sans aucun doute à des élections nouvelles au mois de décembre prochain. Esteban Silva, dernière question, car je crois que vous devez nous quitter malheureusement. Alors, vous êtes de ceux qui disent que Pedro Sánchez est perdu, ou au contraire qu'il est plus ou moins sauvé la mise, parce qu'il y en a certains qui disent que Pedro Sánchez fait beaucoup mieux que prévu et obtient un score supérieur à ce que disaient les sondages. Pedro Sánchez aussi qui est allé jusqu'à parler d'une défaite de la droite, alors que de son côté, Núñez Feijóo, pour lui, il est inconcevable que Sánchez conserve son poste du chef du gouvernement. Il est peut-être précoce pour évoquer un blocage général et l'organisation d'un nouveau scrutin, mais selon vous, ce scénario est-il plausible? Bon, tous les scénarios, ils restent ouverts, d'abord. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que on a revenu avec les dernières élections à un système hégémonique bipartidiste, c'est-à-dire entre un parti de droite
centre-droite, en même temps qui est le Parti populaire et un parti des centres, parce qu'on ne peut pas dire que Sanchez et le PSOE c'est gauche, non. Vraiment, je pense qu'il faut bien faire les analyses, les social-démocrates, c'est-à-dire on a revenu à un bipartidisme en crise, mais qui a un rapport de force qui n'arrive pas à assurer la gouvernabilité de l'Espagne, parce que à la droite de Feijóo, du Parti populaire, il y a Vox, il y a l'extrême droite, non? Ils ne veulent pas gouverner avec eux, mais ils sont influencés par aussi cette contradiction qu'ils sont à sa droite. Et à la gauche de Sánchez Castejón, il a la gauche, c'est-à-dire Sumar, c'est-à-dire Podemos, c'est-à-dire les partis indépendantistes, Bildu du Basque, par exemple, et aussi les partis indépendantistes du peuple catalan, etc. Donc, tout ça reste ouvert. Par exemple, si est-ce que Sánchez Castejón peut essayer la possibilité de former un gouvernement, même si c'est faible, ces possibilités, par rapport à Feijóo, il doit passer des accords qui sont très, très complexes avec la gauche et avec les partis indépendantistes. Par exemple, je veux citer une chose. Par exemple, moi je m'en doute, tous ces partis qui sont possibles potentiellement de former une coalition avec le PSOE sont critiques, par exemple, à l'égard de sa politique contre le peuple sahraoui, c'est-à-dire de sa politique de vassaillage, disons, par rapport au Maroc, qui est complètement vendu souvent. Toutes ces formations-là, ils sont critiques à la politique de M. Sánchez Castejón. Et en même temps, sont très critiques aussi à la position des soutiens acritiques devant des armements, etc., qui a M. Sánchez Castejón dans l'OTAN, avec les conflits contre la Russie, entre la Russie et l'Ukraine et l'OTAN. C'est-à-dire, pour personne, pour tous les deux formations de ce bipartidisme en crise, c'est-à-dire la droite, avec PP, les centres, au centre gauche, avec les PSOE, c'est pas facile parce qu'ils sont pas vraiment encore une majorité claire et nette, et il y a une crise politique qui peut passer n'importe quoi. C'est tout ça, ça reste ouvert à mon avis. C'est-à-dire, c'est pas Sanchez qui a gagné, c'est pas non plus Feijóo qui a gagné complètement, parce que même si il a eu plus de voix au Parlement, il n'a pas pu non plus avoir une majorité pour la gouvernabilité. Personne. Merci. Donc, merci Esteban. tout reste ouvert. Merci Esteban Silva pour toutes ces explications. Je crois que vous devez nous quitter, donc je vous libère et vous dis à la prochaine. Merci pour tout et à très bientôt. Merci. Sofiane Baroudi, c'est vrai que on a tablé sur la montée, Sanchez a tablé sur l'argument principal de la montée de l'extrême droite, mais on s'est rendu compte que durant la campagne, les questions politiques, les questions économiques ont été un peu mis de côté. On va dire que certaines formations politiques, notamment Sumar, qui est la gauche du PSOE, eux ont vraiment tablé, ont misé leur campagne électorale sur la résolution de la crise économique que vit l'Espagne depuis déjà un peu plus d'une décennie et qui risque de s'approfondir justement avec ce qui apparaît comme étant déjà les prémices d'une crise institutionnelle. Après, si vous voulez, la confrontation entre le PSOE et le PP en alliance avec Vox est plutôt une confrontation, si vous voulez, dans des milieux d'élite et une confrontation qui est née du bipartidisme qui est questionné vraiment en Espagne. Parce que même si le bipartidisme a réussi
pendant ces élections-là, à, si vous voulez, encore une fois, s'imposer, parce que le PSOE est deuxième et que le PP est premier, mais en réalité, ça cache, si vous voulez, la montée de courants alternatifs et de courants qu'on peut qualifier même d'antisystémiques, qui, si vous voulez, critiquent profondément, y compris la configuration institutionnelle de l'État espagnol, qui est vraiment questionnée. Et le fond de ça, c'est qu'il y a vraiment une confrontation à la fois entre des projets de société qui sont des projets de société complètement antagonistes, c'est le cas entre Vox et Sumar, mais aussi des conceptions de l'État espagnol. Et en ça, le PP ou le PSOE, pour gouverner, devront, si vous voulez, discuter profondément, notamment avec les courants indépendantistes qui, eux, ont une ligne de conduite et des revendications qui sont claires, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Espagne sort d'une crise très, très profonde en Catalogne et que les formations nationalistes catalanes ont des revendications qui sont très très claires, je l'ai dit tout à l'heure. Par exemple, Puigdemont a rappelé que la condition sine qua non, c'était une date pour le référendum, mais aussi une loi d'amnistie générale, parce qu'il y a aussi, si vous voulez, un cumul de crises qui ont duré des décennies. Je pense notamment à la crise au Pays Basque. D'ailleurs, les partis indépendantistes basques ont aussi repris du poil de la bête pendant ces élections. Et si vous voulez, la question, y compris historique, de la construction de l'État espagnol et de ce qui a été fait dans la construction post-franquiste, c'est-à-dire le début de ce qui est appelé la transition démocratique, elle-même est vraiment remise en cause d'un point de vue politique, institutionnel, mais aussi concrètement sur le terrain, parce qu'on est déjà dans une situation où il y a une autonomie assez avancée, où il y a des forces en présence et où la non-gouvernabilité, c'est-à-dire la non-capacité à gouverner, peut poser des complications très très profondes, y compris dans, si vous voulez, dans une nouvelle configuration statale qui imposerait peut-être des changements profonds. Kuntibala, je le disais, c'est vrai que l'économie n'a pas été un enjeu crucial, mais quand on regarde les chiffres, c'est vrai que le taux de chômage a été ramené à 12,5%. Bon, ça reste le taux de chômage le plus élevé en Europe, mais loin des 26% en 2012. Une inflation aussi qui ne s'envole pas. L'Espagne, d'après les observateurs internationaux, se porte mieux. Le tourisme revient avec l'an dernier, les chiffres de 2022, 76 millions de personnes qui ont visité la péninsule ibérique. C'est le deuxième pays le plus visité dans le monde. Donc l'opposition n'avait pas trop intérêt à opposer les enjeux économiques à Sanchez, mais ce qui a été mis en avant, ce sont plutôt les questions sociétales, c'est-à-dire les droits des LGBT, l'euthanasie, c'est-à-dire tout ce qui a à voir avec les principes traditionnels. Résultat des courses, une stratégie qui s'est peut-être révélée un peu trop juste. Les erreurs de la droite dans cette campagne électorale sont visibles et sont connues. Et le plus important d'entre elles, c'est cette non-entente quasi visible entre le Parti populaire et Vox. Quand bien même ils entendaient gouverner ensemble, mais Vox critiquait LPP du fait que voilà, il a mené une campagne à même d'affaiblir Vox, et donc quelque part LPP a scié la branche sur laquelle aurait pu être assis. Et donc, mais vous avez raison, les questions sociétales sont aussi importantes dans cette bataille électorale, du fait même de la présence assez forte ces dernières années de l'extrême droite, Vox, mais aussi de la revendication tout à fait claire, franche, des partis indépendantistes catalans et basques. Et tout cela crée une sorte d'animosité profonde entre à la fois la droite et surtout l'extrême droite et les partis indépendantistes de ces régions-là. Nous avons vu le Parti nationaliste basque qui aurait pu s'allier avec ou donner quelque part main forte à Feijóo, mais pour lui, il n'en est pas question. Justement, Kuntibala, faisait partie de cet attelage, oui. Justement, Kuntibala, ces problèmes risquent de se trouver également au niveau du jeu des alliances qui se trame certainement actuellement. On se rend compte que le PP n'a que Vox comme allié naturel et peut-être une ou deux petites forces régionales, mais qui ne représentent pas au final beaucoup de députés. Mais par exemple, le Parti nationaliste basque, le PNV, formation néolibérale, assez proche du PP sur les questions économiques, a prévenu qu'il ne soutiendrait jamais le PP si Vox
faisait partie du programme de coalition. En revanche, d'un côté, on a un Pedro Sanchez qui peut s'associer avec Sumar et des partis régionaux et locaux. Donc il aurait un éventail de possibilités beaucoup plus large que le PP. C'est possible, mais comme vous l'avez signalé, le PNB ne s'associerait probablement pas à Feijóo du fait de la présence de Vox. Mais le plus important, c'est en fait aussi la position de Junts, qui, lui, disposant de 7 sièges, pourrait ne pas aller dans le jeu de Sanchez. Ils l'ont dit clairement. Et ce qu'ils demandent, c'est à la fois une amnistie et un référendum d'autodétermination. Or, ce dernier point est le point de clivage fondamental avec les autres partis. Et on voit là aussi un discours qui est quand même, entre certains partis, très violent. On a vu Vox qualifier les indépendantistes de partis criminels. Kontibala, je suis désolé, on arrive à la fin de l'émission, je suis vraiment désolé. On vous invitera pour discuter plus amplement des possibilités qui s'offrent à l'Espagne en termes de scénario politique. Merci d'avoir été avec nous et pour toutes ces explications. Merci également à Sofiane Baroudi de m'avoir accompagné pour l'échiquier international. Et quant à moi, chers téléspectateurs, je vous remercie et vous souhaite une bonne continuation des programmes.